Bonjour à tous, bienvenue le débat du jour avec Christophe Castaner. La vidéo violente du 1er mai, première réaction du secrétaire d'État en charge du Parlement et délégué général de La République En Marche, c'est sur CNews. Les relations avec le Parlement, y a-t-il un couac avec la PMA, un projet de loi, une proposition de loi? Nous parlerons aussi de la fatigue des députés au Parlement. Et puis, un an au gouvernement, Christophe Castaner fera son bilan et celui du président Emmanuel Macron. Nous parlerons aussi des dossiers à venir. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous êtes aussi délégué général de La République En Marche. Ensemble, aujourd'hui, nous prenons le temps de l'explication, le temps de l'expression. C'était pas prévu, hein. On devait parler du bilan d'un an, de tout autre sujet, mais actualité l'oblige. Aujourd'hui, vraiment, on a cette vidéo très embarrassante qui gêne les Français, qui gêne aussi l'Élysée, le chargé de mission d'Emmanuel Macron frappant un homme le 1er mai. Pourquoi des sanctions si légères? Pourquoi avoir gardé Alexandre Benalla à l'Élysée? Christophe Castaner. D'abord, elle n'est pas très gênante, cette vidéo. Elle est grave. Et ce que l'on constate sur la vidéo est totalement inacceptable. Et donc, ces faits-là, qui ne sont pas dans le cadre de son activité professionnelle, relèvent effectivement d'un comportement que je ne peux pas accepter. Il y a eu des sanctions administratives, parce qu'on n'est pas dans le cadre de son activité professionnelle. Il y a eu des sanctions lourdes, eu égard à son statut de chargé de mission. Et puis, il y a maintenant une enquête judiciaire. Il est nécessaire que, et je l'affirme ici, personne n'est protégé dans ce pays, quel que soit son statut. Qu'il soit salarié de l'Élysée, qu'il soit homme politique, qu'il soit quel que soit son statut. Et donc, tout le monde doit se tenir à disposition de la justice. Et s'il y a des sanctions, il faudra qu'elles soient fermes. Écoutons ce matin Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Élysée. Pour la première fois, il s'est exprimé d'ailleurs aujourd'hui. Il dit qu'il a largement outrepassé, Alexandre Benalla a largement outrepassé ses autorisations. On écoute Bruno Roger-Petit ce matin. Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République, a demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre prévues pour le 1er mai. Il a largement outrepassé cette autorisation et, comme une vidéo l'a montré, est intervenu physiquement pour participer aux opérations de maintien de l'ordre. Sa hiérarchie n'a eu connaissance des faits qu'a posteriori. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Alors voilà, la sanction la plus grave jamais prononcée. Mais est-ce que cette sanction suffit? On a l'impression que cette sanction n'a pas suffi, une mise à pied. Est-ce que ça suffit? On a envie d'une démission. Tout le monde demande un peu la démission. Bruno Fuchs, le député du MoDem, demande la démission d'Alexandre Benalla. D'abord, la démission, ça relève de la décision d'Alexandre Benalla. Je ne suis pas Alexandre Benalla, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête au moment Et son licenciement actuellement. Mais le licenciement, il faut qu'il ait une cause juridique. Parce il faut distinguer une sanction administrative liée à un comportement jugé inacceptable en dehors du cadre de son activité professionnelle et la procédure du droit du travail. Vous savez qu'en France, on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il aurait commis des faits en dehors du cadre de son travail, parce que sinon vous commettriez une faute. Mais je vous le dis très clairement, la justice va suivre son cours. Et s'il y a des éléments constatés par la justice, parce que moi je ne me prononce pas sur la vidéo, je ne connais pas les éléments de contexte, il faut aussi laisser aux uns et aux autres le soin de faire leur travail, et en particulier aux juges. Mais s'il y a des faits avérés, évidemment, il y aura des sanctions judiciaires qui permettront sans aucune difficulté des procédures administratives supplémentaires. Christophe Castaner, on se pose une question. Pourquoi l'Élysée n'a pas saisi la justice? C'est un fonctionnaire, il devrait saisir la justice. En fait, c'est dans le cadre d'activités qui n'étaient pas celles pour lesquelles il était fonctionnaire et salarié. Mais l'Élysée se tient
totalement à la disposition de la justice et je peux prendre l'engagement, même si je ne suis pas l'employeur de M. Benalla, je peux prendre l'engagement qu'il n'y aura aucun obstacle à ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde. On a vu Alexandre Benalla à la cérémonie de Simone Veil au Panthéon, on l'a vu dans le bus des Bleus dimanche soir. Ça dépasse le cadre de ses fonctions. Voilà où ça choque. Voilà où on se dit, mais pourquoi il y a eu ces violences le 1er mai et là on le voit un peu partout, comme si la carte blanche. Non, ça n'est pas le cas. Il avait des fonctions de sécurité. Il n'a plus de fonctions de sécurité aujourd'hui. Il a des fonctions de logistique. J'ai entendu l'Élysée dire qu'il était chargé de la logistique des valises de l'équipe de France. Oui. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a continué à agir. Et donc, la sanction, elle était double. Elle a été celle de la suspension, elle a été celle de la réaffectation. La réaffectation sur des missions qui ne sont plus des missions de sécurité parce que le comportement tel qu'il apparaît dans la vidéo montre qu'il a failli sur la question de la sécurité. Regardons cette vidéo, l'auteur de la vidéo justement qui fait polémique aujourd'hui, il s'appelle Abouaf. On va écouter un peu ce qu'il raconte, dans quelles conditions il a filmé cette vidéo. On l'écoute. On voit un policier qui s'apparente à être un policier en civil, enfin en premier lieu. Il a tout l'air d'un policier qui tire une jeune femme par le cou en l'emmenant tout au bout de la place. Des CRS qui s'en prennent à un homme qui le tire par les pieds tout le long de la place. Et en fait, simplement, ce mec par terre, neutralisé, supplie les policiers de l'arrêter. Je vais vous expliquer, arrêtez, arrêtez. Et on voit effectivement l'homme qui s'avérera être plus tard Alexandre Benalla, collaborateur de Macron, qui vient étrangler par derrière le jeune homme qui est déjà neutralisé par terre, inoffensif, lui asséner des coups de poing d'une façon très très violente. On va avec plusieurs personnes sur la place lui demander d'arrêter, lui crier d'arrêter plusieurs fois. Il n'écoutera pas. Donc c'était Taha Abouaf qui était l'auteur de la vidéo. Il y avait aussi Vincent Crasse, ce gendarme réserviste qu'on a vu, lui qui n'avait pas de casque sur la vidéo, qui lui aussi a tapé cet homme. Lui, il fait partie de La République En Marche. Il aurait été sanctionné, c'est ça ? Alors, Vincent Crasse est salarié, il est agent d'accueil à La République En Marche, mais vous l'avez dit, il est réserviste et c'est dans ce cadre-là qu'il a été appelé directement par M. Benalla. Il n'agissait absolument pas dans le cadre de ses activités professionnelles. Il représente quand même La République En Marche. Non, il est salarié. Mais il n'agissait pas, il n'a pas informé sa hiérarchie à aucun moment, il n'a pas rendu compte, il n'a pas demandé d'autorisation, il est en week-end et il est aussi réserviste de la gendarmerie. Vous savez, je crois qu'il faut faire attention. Il y a une faute. Il y a deux fautes. Tous les deux commettent deux fautes personnelles. Mais je me refuse à l'idée de jeter l'opprobre sur la gendarmerie, par exemple, parce que je vous dis qu'effectivement, il est réserviste de la gendarmerie. Il faut faire attention. Il y a des fautes personnelles graves. J'ai commencé mon propos en réaffirmant cela. Et je remercie celui qui a filmé, parce que je pense que la vigilance citoyenne, elle doit aussi contribuer à cette exigence d'exemplarité que chacun doit incarner. Cela dit, sans lui, sans le monde, on ne l'aurait peut-être pas connu non plus. Mais c'est pour ça que je salue aussi cette vigilance citoyenne-là. Elle est nécessaire dans notre société et elle doit veiller à ce que ces comportements non seulement soient dénoncés mais soient sanctionnés. Et je vous le dis pour Vincent Crasse, il a eu une sanction administrative, il est agent d'accueil, il a un comportement dans les activités privées que je condamne évidemment de la même façon, mais comme employeur de La République En Marche, il ne m'appartient pas de dire « je vous licencie » parce que je n'ai pas de cause réelle et sérieuse liée à son activité professionnelle. D'accord, donc comme il ne représentait pas La République En Marche, vous n'avez pas la possibilité de le démettre de ses fonctions. Ça vaut pour votre employeur comme pour tout employeur de France. Il faut une raison pour licencier quelqu'un. Malgré les faits graves. Oui, mais les faits graves, c'est quelque chose que vous observez et que je condamne moralement. Mais ma condamnation morale ne suffit pas pour justifier un licenciement. Et donc, il y aura une procédure. Vous attendez la procédure. S'il y a une procédure, évidemment, je serai intransigeant sur les conséquences de cette procédure-là. Mais sachez que, voilà, il est salarié de droit privé d'une structure qui s'appelle La République En Marche. Il agit le week-end dans un autre cadre, celui de réserviste de la gendarmerie, et je n'ai pas autorité à ce moment-là sur lui, et heureusement. Vous êtes entretenu avec lui, vous avez eu des explications avec lui, Vincent Crasse ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il ne comprenait pas son comportement, qu'il le regrettait, qu'il s'en excusait. Je lui ai dit que ça ne me suffisait pas. Très bien. Vous êtes entretenu avec lui quand ? Je l'ai vu hier, au moment où la médiatisation l'a mis à cela. Et vous l'avez convoqué ? J'ai échangé avec lui, peu importe la forme. L'homme est atteint.
Ça n'enlève rien à la gravité des faits. Mais je ne suis pas non plus là pour rajouter de la pression sur un homme qui est faible. Mais je le dis, sa faiblesse n'enlève rien à la gravité des faits et des reproches que je lui fais. Écoutons Olivier Faure du PS. Il dit qu'il faut sanctionner. Écoutez. On ne peut pas vouloir une République exemplaire et considérer que quand c'est un collaborateur du président de la République, il n'a pas, lui, à répondre des mêmes règles que n'importe quel Français. C'est une évidence. On ne peut pas faire la leçon à un collégien et ne pas la faire à quelqu'un qui est dans son propre cabinet. À l'évidence, il doit être sanctionné parce qu'il n'est pas imaginable qu'un directeur de cabinet qui connaît parfaitement le droit et qui doit être exemplaire, eh bien, se comporte ainsi et outrepasse, donne le sentiment qu'il y a au fond deux républiques. Il y a une république qui serait en marche, paraît-il, mais enfin, en tout cas, elle ne marche pas vraiment à l'Élysée. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour la Macronie, cette vidéo très dérangeante ? L'exploitation politique qui en est faite, vous savez, y compris le petit mot d'Olivier Faure qui dit un membre du cabinet. Non, il n'est pas membre du cabinet, mais si on peut en rajouter, il est chargé de mission auprès d'un membre du cabinet. Si on peut en rajouter, on en rajoute et on fait de l'exploitation politique. Donc vous dénoncez cette exploitation politique ? Oui, elle n'est pas utile, mais peu importe, chacun fait de la politique comme il le souhaite. Mais au fond, je suis totalement d'accord avec Olivier Faure. Il dit qu'il n'y a pas de justice. J'ai commencé mon propos en disant cela, et je pense même que celles et ceux qui travaillent avec nous, quand on est en responsabilité politique, ont une responsabilité supplémentaire. Mais moi, je prends l'engagement devant vous que la justice trouvera toutes les portes ouvertes, tous les casiers ouverts, et elle aura accès à la totalité des éléments dont elle souhaite disposer pour mener au mieux son enquête et sanctionner si elle considère qu'elle doit sanctionner. Et je serai aux côtés de la justice pour mettre en œuvre ces sanctions. Vous avez bien dit, faute personnelle grave. Une question par rapport à la Macronie. Ça ne porte pas un coup dur, je vous disais, à Emmanuel Macron, à la Macronie. On sait qu'on voulait mettre ce mandat sous l'exemplarité. Est-ce que vous pensez une seconde qu'Emmanuel Macron a autorisé ce comportement-là, l'aurait approuvé et serait responsable des quelques centaines de personnes qui sont directement salariées? Directement responsable, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu... Il a été sanctionné, j'ai vu 48 heures après avec le courrier. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu aller plus loin dans les sanctions? Mais il faut respecter un peu le droit. Et je pense que... Le droit, c'est aussi saisir la justice tout de suite. Oui, mais aujourd'hui, je vous dis, la justice trouvera à l'Élysée comme à La République En Marche toutes les portes ouvertes pour faire la totalité des instructions qui lui sont nécessaires. C'est cela aussi que de savoir être en responsabilité. Vous n'appliquez pas des règles en dehors des règles de droit et du Code du travail. Il faut qu'Emmanuel Macron s'exprime. Écoutez Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, on attend une réponse du président de la République. Il est évident qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer et faire la lumière sur ces faits avec principalement deux questions qu'on peut se poser. D'abord, comment se fait-il que l'un de ses proches collaborateurs, qui était le chef de sa sécurité pendant sa campagne, qui est chef de cabinet adjoint, se retrouve vraisemblablement avec une usurpation d'identité dans une manifestation avec du matériel de police? Qui était au courant? Qui est intervenu? C'est des questions légitimes qu'on peut se poser après avoir vu cette vidéo. La deuxième question, c'est y a-t-il eu des manœuvres pour étouffer cette affaire? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'une fois qu'elle a été révélée, il y a eu des manœuvres qui ont été destinées à étouffer l'affaire et mettre un couvercle sur tout ça? Voilà, toutes les questions que pose Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron doit-il s'exprimer? Ce ne sont pas des questions, c'est du poison. Pourquoi de lui-même, il parle. Y a-t-il eu des manœuvres? Personne ne parle de manœuvres. Même les journalistes qui ont investigué, personne n'a mis cela en avant. Et il n'y a eu aucun obstacle à aucun moment à la révélation de la vérité. Oui, de volonté d'étouffer. Je crois que les journalistes ont appelé l'Élysée et qu'immédiatement l'Élysée a répondu, a même communiqué la lettre qui avait été formalisée pour M. Benalla dans la plus totale transparence. Et là, M. Wauquiez en rajoute. Oui, y a-t-il eu des manœuvres? Vous savez, on n'assume pas parce qu'on a peur éventuellement d'avoir un recours contre ça. Et donc on pose des questions. Ce poison-là, il n'est pas utile. Monsieur Wauquiez devrait dire il faut que toute la vérité soit faite. Et il a raison, il aura mon soutien. Si par contre il veut distiller du poison comme il le fait très bien, je pense que ça n'est pas très utile à la démocratie et je pense que monsieur Wauquiez a assez peu de leçons à donner. Et lorsque M. Wauquiez dit qu'il faut que Emmanuel Macron, le président lui-même, s'exprime, puisque, mine de rien, Alexandre Benalla était justement chargé de mission au cabinet du président, doit-il s'exprimer, oui ou non, Emmanuel Macron? Il n'était pas chargé de mission au cabinet du président, il n'était pas membre de son cabinet. Mais le président s'est exprimé à travers la parole de son porte-parole. Maintenant, on peut demander au président, on peut même demander à 10 personnes, à tous les membres du gouvernement, Vous dites que ce n'est etc. pas son rôle. C'est pas son rôle. Mais vous savez
très bien que la parole du porte-parole du président, c'est la parole du président. Bruno Roger-Petit, ce matin, a été très clair, à la fois dans la condamnation et à la fois dans l'exigence de transparence, de vérité et la mise à disposition de l'Élysée pour que la justice fasse bien son travail. Cette parole, c'est celle du président de la République. Alors ce matin, les journalistes, comme vous savez, ont essayé de poursuivre un peu le président de la République. Vous pouvez arracher quelques petits mots, quelques petites secondes, on écoute à propos de la République. Et pas entacher la République, Monsieur le Président, par cette affaire? Non, la République, elle est inaltérable. Donc la République ne sera pas du tout entachée, selon vous, Christophe Castaner, par ces problèmes? Non, mais je pense même que la question est mal posée. Heureusement que la République n'est pas entachée, parce que la République, elle vous dépasse, elle me dépasse, elle dépasse même le président de la République, parce que nous ne sommes que des serviteurs. Et donc imaginez que la République serait atteinte par le comportement inacceptable de deux personnes, c'est, je pense, vouloir jouer avec la République. Et je vous le dis, cette question, elle est dans l'emballement médiatique que l'on aime bien, mais il faut remettre les choses à leur place. Un comportement inacceptable qui doit être sanctionné, et des excuses, et du confort, et du soin qui doivent être apportés à ces deux personnes, et j'ai vu la vidéo, qui ont été violentées dans ce cadre-là. C'est à eux que je m'adresse aussi. Mais remettons les choses à la place et protégeons la République. Ceux qui jouent avec la République sont justement ceux qui, quelque part, font le jeu des démagogues. Ça n'est pas mon rôle. On va terminer justement sur ce sujet. Christophe Castaner, vous êtes secrétaire d'État en charge avec les relations au Parlement. La PMA, quoique à propos de la PMA, proposition de loi, projet de loi, qui veut aller plus vite l'un ou l'autre, on regarde d'abord un sujet et puis un petit mot là-dessus pour votre réaction en tant que secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Le sujet sur la PMA. Même au sein de la majorité, le débat sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est compliqué. Emmanuel Macron y est favorable, mais il veut un débat apaisé. Le 18 janvier, il a lancé les États généraux de la bioéthique, justement pour réfléchir à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, mais également au don d'organes, à la neuroscience ou encore à la fin de vie. Pour le gouvernement, il faut attendre les avis et les préconisations des États généraux pour se pencher sur la question. Nous bâtirons notre calendrier à partir des États généraux qui sont rendus mi-septembre. Nous n'avons pas varié sur ce sujet. Je comprends l'empressement, mais nous souhaitons pouvoir le faire de la manière la plus sérieuse et en cohérence avec les autres sujets bioéthiques qui sont traités dans le cadre des États généraux et ne pas l'isoler des autres sujets qui sont traités dans le cadre de ces États généraux. Au sein de La République En Marche, certains veulent déjà passer à l'action. Aujourd'hui, un député va déposer une proposition de loi sur l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Une manière de prendre de court le gouvernement. C'est pas une question de pouvoir contre pouvoir, là, pour le coup. C'est une question de bon moment et d'efficacité avec toutes les parties prenantes. Benjamin Griveaux l'a promis. Le projet de loi de révision des lois de bioéthique sera présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année pour un examen début 2019. Christophe Castaner, que s'est-il passé avec la PMA? L'un veut aller plus vite que l'autre? Non, ne cherchez pas à avoir un couac. Sérieux. Vous savez, il y a à peu près 3 mois, je me suis prononcé sur la PMA. Alors peut-être que du coup, vous pourriez me reprocher d'avoir pris de vitesse à la fois le gouvernement et à la fois Guillaume Chiche. Non, mais là, c'est pour l'analyse, justement. Non, mais je me suis prononcé non pas pour l'analyse, je me suis prononcé, j'ai donné la position du mouvement La République En Marche en disant que nous étions favorables à la procréation médicalement assistée et que je porterais politiquement cela. Ensuite, chacun a une liberté d'opinion. Et ce député, Guillaume Chiche, avec lequel je travaille régulièrement, a voulu porter cela sous la forme d'une proposition de loi. Je ne crois pas qu'il la dépose. Je lui ai proposé de venir lundi prochain devant le bureau exécutif de La République En Marche parce que nous devions nous-mêmes aborder ce sujet lundi dernier. Et pour cause de rassemblement autour de l'équipe de France, j'ai annulé le bureau exécutif et nous nous prononcerons sur ces sujets. Moi, mon sentiment est qu'il ne faut pas se prononcer sur la seule question de la PMA. Il faut une approche globale sur les questions de bioéthique et je pense qu'il faut un projet de loi ou une proposition de loi, ça n'est pas mon sujet, mais qui soit dans la cohérence d'ensemble de ce que nous voulons porter. La bioéthique, et donc c'est évidemment ce que nous allons faire. J'ai échangé à plusieurs reprises avec Guillaume. Il sera lundi soir auditionné par le bureau exécutif. Thomas Meunier, qui est député aussi, qui a travaillé pour moi, pour La République En Marche, sur ces thèmes-là, a fait un certain nombre de propositions que nous avons soumises au gouvernement. Les choses avancent, donc pas d'emballement. Il y aura évidemment une convergence. Par contre, sur le sujet de la PMA en particulier, il y a des divergences, y compris même au sein de notre groupe. On sait qu'on est sur un sujet qui touche à la culture personnelle, à la religion, etc., sur lequel moi je peux comprendre qu'il y ait des divergences. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que l'engagement du président de la République, après un débat qui a déjà eu lieu, qui va se poursuivre, nous puissions donner ce droit d'égalité
aux femmes qui aujourd'hui veulent pouvoir bénéficier de la PMA. C'est au nom de l'égalité que nous devons agir et c'est au nom de l'égalité que je défends ce droit-là. Restons au Parlement. Que répondez-vous à ces parlementaires qui protestent contre l'organisation du travail parlementaire? On va écouter dans un instant Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde dit qu'il y a trop de travail, surcharge de travail. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mauvaise organisation? Ils ont envie de dire mauvaise organisation. Moi, aujourd'hui, je constate l'évolution du fonctionnement du Parlement. Je n'ai pas à dire qui est responsable, parce que là encore, c'est trop facile. Ce que je constate, c'est qu'en 2008, Nicolas Sarkozy a présenté une réforme de la Constitution. Elle faisait 38 articles. La discussion a duré 7 jours et il y a eu 640 amendements. Aujourd'hui, nous proposons un texte qui fait la moitié, 18 articles, et on a eu 2400 amendements. Oui. Et des prises de parole à ne plus en finir, et en particulier de M. Jean-Luc Mélenchon. Je ne dénonce pas. Ils considèrent que leur rôle est de venir dans l'Assemblée, de multiplier les amendements, etc. Je n'ai pas à juger. Ça n'est pas ma responsabilité. Ce que je constate, c'est que ça prend plus de temps. Mais ce que je constate, c'est que nous avions prévu 2 semaines de débat contre 9 jours, je vous disais, pour un texte qui faisait 2 fois plus de temps, que ça peut ne pas suffire. Nous allons ouvrir ce week-end et poursuivre la discussion ce week-end. Le gouvernement respecte ce temps-là, respecte les prises de parole. Mais ça doit quand même nous interroger pour savoir s'il y a aujourd'hui une utilité à penser que contribuer à l'amélioration politique de notre pays, c'est déposer des dizaines, des centaines ou des milliers d'amendements. Ça a toujours existé. Oui, mais pas à cette échelle-là. Ce que je disais sur la Constitution, il y avait des oppositions à l'époque, et pourtant, le débat a eu lieu. Le vote a eu lieu, la Constitution a été modifiée, mais avec un nombre d'amendements qui était 6 fois moins. On a eu un texte sur l'alimentation et l'agriculture. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, le nombre d'articles a été multiplié par 5. Je pense que ça n'est pas la meilleure façon de légiférer. Et en plus, avec 30% de députés en moins, on ne sait pas comment on va avancer, mais à suivre. En tout cas, juste avant de terminer, pardon, on est en train d'apprendre quelque chose, et j'ai plaidé pour, et j'ai même voté la loi sur le non-cumul. On a aujourd'hui des parlementaires qui se consacrent exclusivement à l'élaboration législative. Et donc, ils sont plus exigeants, ils sont plus attentifs, ils sont plus débatteurs, dont acte. Je ne suis pas dans le jugement, moi je suis à leur écoute. Un mot avant de terminer, le temps s'écoule très vite, sur votre bilan, celui d'Emmanuel Macron, vos perspectives. Sur l'année écoulée? Oui, sur l'année écoulée. Je crois que, alors en un mot ça va être difficile, mais je crois qu'on a voulu réparer et surtout ne jamais se laisser enfermer, ne jamais refuser d'ouvrir les chantiers. Prenez le cas de la SNCF, la question du travail. Au fond, on est une société qui a toujours aimé s'opposer entre la droite et la gauche. On avait chacun nos repères et au fond, n'avançait qu'à coup de rupture. On supprimait ce que les autres avaient fait et puis on faisait quelque chose de nouveau en attendant que ce soit supprimé. Et on n'a jamais vraiment réglé les problèmes. La SNCF, c'est le bon exemple. Parfois depuis avec 30 un manque ans. de pédagogie quand même, Christophe Castaner. Vous savez, on met toujours sur le compte de la pédagogie les résistances. Regardez sur la SNCF, je pense qu'on a été assez clair dans nos objectifs, dans nos moyens, dans les bases de discussion, dans ce qui était discutable et ce qui ne l'était pas, dans les engagements de l'État qui, au nom des Français, ont accepté de prendre 35 milliards d'euros de dettes. Et pourtant, certains nous disent pas de pédagogie, mais ce sont ceux qui, de toute façon, nous disaient surtout ne changez rien, tout va bien. Une réponse en un mot. Serez-vous candidat au municipal à Marseille? Oui, non? La question ne se pose pas. Jean-Claude Gaudin est maire de Marseille. Il est très bon maire de Marseille. Je peux vous dire que les Marseillais ne se posent pas la question de savoir si je suis candidat ou pas. Serez-vous candidat aux européennes? Oui, non? La question ne se pose pas aujourd'hui. J'ai dit que je prendrais ma responsabilité politique parce que je suis le patron du premier parti politique de France et que si c'était nécessaire, je le ferais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'hypothèse que je privilégie. Je ne suis pas là pour servir mes propres intérêts. Je suis là au contraire pour ramener à nous des femmes et des hommes qui, par passion de l'Europe, veulent la changer et qui seront peut-être même meilleurs que moi. Merci Christophe Castaner pour ce regard justement sur l'actualité d'aujourd'hui et celle d'hier justement. Le 13h tout de suite sur CNews avec Thierry Fréret.